Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Astronature 49. Alors il est temps de préparer vos observations pour ce mois de septembre 2020. Et au programme ce mois-ci, nous aurons en particulier le plus important, on va dire, l'opposition de Neptune. Ensuite, bien sûr, nous commenterons l'activité solaire du mois précédent. Et nous détaillerons la visibilité de chaque planète du système solaire. Et pour terminer, Mathieu et Pascal vous présenteront une photo du ciel qu'ils ont pu observer ce mois-ci. Et photographier. Voilà, photographier. Mais tout d'abord, c'est encore avec plaisir que nous accueillons Mathieu et Pascal. Et Pascal, cela fait déjà 1 an que tu es sur notre chaîne. Alors nous te félicitons, parce que tu es toujours fidèle. Et juste une question, qu'est-ce que ça te fait donc d'être sur la chaîne et peux-tu nous donner juste tes impressions? Eh bien en fait c'est super parce que grâce à vous, en fait je me suis attelé à faire quelque chose que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais pris le temps. Et c'est souvent le problème quand on est tout seul. Quand on est autodidacte, il faut vraiment beaucoup de volonté. Moi, j'ai besoin en fait d'être aidé. Et grâce à votre émission, je me suis mis régulièrement en fait à travailler. Et c'est vrai que l'esprit curieux, je l'ai depuis très longtemps. Mais c'est surtout depuis que je suis avec vous, où vous m'avez obligé, et avec d'ailleurs pour mon plus grand bien, donc à progresser comme ça dans le domaine astronomique. Voilà. Merci beaucoup Pascal de cette bonne pensée que tu nous fais part. On est heureux que ça te fasse plaisir en tout cas. Alors pour commencer, nous allons présenter un premier événement ce mois-ci. Et nous commençons avec le 9 septembre. C'est Mars qui entame son mouvement rétrograde. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'entend-on par mouvement rétrograde ? Alors, le mouvement rétrograde, alors en fait, comme son nom l'indique, c'est revenir en arrière. Alors, est-ce que une planète, un objet céleste peut revenir en arrière sur son orbite? La réponse est non. La réponse est non. Donc, en fait, c'est une impression. En fait, c'est une impression et Mathieu va pouvoir compléter avec ton exemple de rond-point, par exemple. En fait, il faut s'imaginer que nous, vu depuis notre poste d'observation qu'est la Terre, c'est un petit peu comme si on était dans un rond-point, à l'intérieur d'une voiture, et que sur l'extérieur du rond-point, on avait une deuxième voiture qui roulait. Et que la première voiture, donc, qui est à l'intérieur du rond-point, dépassait, en allant un petit peu plus vite, la deuxième voiture qui est à l'extérieur du rond-point. Pardon. Et en fait cet exemple-là, c'est si on prend pour point fixe un paysage qui est en arrière-plan, évidemment, donc par exemple un arbre ou un autre objet. Et donc en fait, nous à l'intérieur de la première voiture, celle qui dépasse la seconde à l'extérieur du rond-point, on a cette sensation de voir la deuxième voiture qui est à l'extérieur bouger, évoluer en sens rétrograde, comme si elle reculait en fait par rapport à nous. Voilà. C'est uniquement une illusion d'optique. Voilà, on retrouve donc la même chose au niveau des orbites, donc avec une planète, par exemple la Terre, qui va effectivement avoir une orbite plus rapide par rapport à un autre objet. C'est ça. À un moment donné, on va avoir l'impression que en fait, la planète que l'on observe, elle recule. Voilà, donc tout simplement, c'est un effet d'optique. Mais tout à fait. La question qu'on peut se poser surtout, c'est comment on peut l'observer. Voilà, c'est ça exactement. Alors ça, en fait, ça s'observe à l'œil nu. Ça peut aussi s'observer aux instruments, mais l'œil nu sera quand même l'outil idéal pour ça. À l'œil nu, alors, c'est un mouvement qui est lent. On le disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que Mars, en fait, elle bouge par rapport au fond du ciel de façon très lente, et il va falloir plusieurs jours, sans doute, pour qu'on puisse
remarquer ce phénomène d'avancement et de recul. Alors, l'idéal pour être plus sûr de voir Mars bouger dans le ciel, parce que c'est pas évident de venir une nuit, d'observer, et de revenir la nuit suivante et d'essayer de voir comment elle a évolué, le mieux c'est de prendre un appareil photo, et puis faire une photo de nuit du ciel, en fait, standard. Et là, vous allez remarquer ensuite, en épluchant vos photos, eh bien, que Mars, eh bien, ah tiens, elle a bougé par rapport à telle ou telle étoile qui est juste à côté, en fait. Et tu préconises à quelle fréquence les photos? Alors voilà, très important, quelle fréquence? Ça peut se faire en quelques jours. Moi, j'ai envie de vous conseiller de revenir une fois toutes les semaines. Voilà, prenez au moins un cliché une fois toutes les semaines et vous allez voir comme ça Mars évoluer par étapes sur le fond du ciel. Donc, un et cliché vous allez voir suffit, donc, voilà, vous allez voir en fait que à un moment donné, au début, elle va donc en avançant sur son orbite, elle va commencer à ralentir et s'arrêter. Puis tout d'un coup, elle va entamer son mouvement rétrograde, donc reculer par rapport au fond du ciel, de nouveau ralentir et s'arrêter, et puis passer l'opposition. Largement même, elle va reprendre de nouveau son mouvement en avance. Voilà. Alors qu'en réalité, on rappelle, sa vitesse ne change pas. Sa vitesse ne change absolument pas, et la nôtre non plus d'ailleurs. C'est ça. Est-ce qu'on peut juste rapidement parler de ce qu'on peut voir sur Mars en ce moment? Là, pour l'instant, on en reparlera plus tard, mais pour l'instant, sur Mars, il y a beaucoup d'observations à faire. Après, il y a des régions sombres. Là, moi, j'ai envie de vous dire, en ce moment, il faut surveiller la calotte polaire sud, parce que c'est celle qui est bien visible en ce moment. Vous la verrez notamment sous la forme d'une tache brillante sur le limbe de la planète Mars. Et à côté de ça, sur le reste de la surface planétaire, vous allez voir des structures sombres qui vont varier en forme, en luminosité, selon les jours, selon les semaines, parce qu'en fait, Mars, elle tourne autour d'elle-même, avec une rotation qui est à peu près la même que la nôtre, et donc il y a beaucoup de paysages martiens à voir de la sorte. Alors ça se fait évidemment au télescope. Mais à l'œil nu, déjà, Mars est facilement repérable, puisqu'elle brille très fort sur l'horizon est en début de nuit, et puis elle va tourner dans le ciel comme ça tout au long de la nuit, jusqu'à monter au zénith, et se diriger vers l'ouest en fin de nuit au mois de septembre. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis au mois d'octobre, donc le 13, elle passe en opposition. Donc on en reparlera un peu plus au mois d'octobre. Le 11 septembre, c'est l'opposition de Neptune. Alors déjà, c'est surprenant de voir une deuxième planète bleue, on peut dire, dans le système solaire, puisque Neptune est aussi une planète bleue. Alors, Pascal, peux-tu nous parler de ses caractéristiques? Peux-tu nous parler un peu plus de Neptune? Voilà, alors déjà, effectivement, l'opposition, comme on l'a déjà dit, ne concerne que les planètes supérieures, donc à la Terre, c'est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Tout le monde sait que Neptune est notre 8e planète de notre système solaire. Cette géante est faite de glace. Et effectivement, elle sera au plus proche de la Terre, donc le 26 septembre, et donc sera visible pratiquement toute la nuit. Alors, effectivement, puisque le moment de l'opposition, la planète en fait va se lever pratiquement quand le Soleil va se coucher. Donc en fait, on pourra la voir donc pendant un bon moment, et c'est le moment d'ailleurs idéal pour prendre des photos. Alors pourquoi prendre des photos ? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle sera lumineuse, elle sera plus lumineuse, elle nous apparaîtra beaucoup plus grande également, et surtout, comme tu viens de le dire, Nathan, eh bien, elle va nous révéler sa couleur bleutée. Alors, pourquoi bleu ? Eh bien, tout simplement parce que sa surface est très dense et son atmosphère contient beaucoup de méthane, ainsi que ses nuages. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle nous apparaît comme bleue. Ouais, d'accord. Merci pour ce complément d'information. Peut-on parler maintenant de son observation et avec quoi on peut l'observer ? Alors déjà, il faut savoir que Neptune, c'est une planète qui est de magnitude 7,8. Cette magnitude-là, c'est une magnitude inaccessible à l'observation à l'œil nu. Donc il va falloir se tourner vers des instruments. Alors typiquement,
là, dans le cas de Neptune, eh bien, mieux vaut utiliser une paire de jumelles de 50 mm d'ouverture, d'objectif. Et ce sera vraiment un minimum. Il faut savoir qu'à côté de ça, vous avez Uranus, qui est une planète qui ressemble un petit peu à Neptune et qui partage des caractéristiques physiques similaires. Mais Uranus a l'avantage d'être plus proche de nous que Neptune. Et donc, elle est théoriquement en limite de visibilité à l'œil nu, mais c'est quand même une observation hardcore. C'est un peu un défi de l'observer à l'œil nu. Alors, en ce qui concerne Neptune, j'ai envie de vous donner quelques informations au niveau notamment de sa brillance et de sa taille apparente. J'entends bien apparente et non pas réelle, puisque Neptune est plus grande ou plus petite que les planètes dont je vais vous parler tout de suite. Elle est en l'occurrence 100 000 fois moins brillante et 25 fois plus petite que Vénus. 10 000 fois moins brillante et 20 fois plus petite que Jupiter, 1000 fois moins brillante et 8 fois plus petite que Saturne, et 6 fois moins brillante et 1,5 fois plus petite que la planète Uranus. Donc, malgré le fait qu'elle a une taille qui est largement supérieure à la majorité des planètes du système solaire, eh bien, du fait de son éloignement qui est quand même conséquent, Neptune est une des planètes les plus difficiles à observer de notre système solaire. Et oui. Alors, au-delà de la paire de jumelles, on pourra se tourner évidemment vers des instruments. Ça va être le cas notamment si on possède par exemple ne serait-ce que une lunette de 60 mm d'ouverture, eh bien on n'observera pas grand-chose à part une petite étoile. Donc ça va rester d'aspect stellaire, très peu lumineuse. Ce type d'instrument, donc 60 mm d'ouverture, ça serait la limite théorique pour la résolution du disque de Neptune, puisque le disque de Neptune a une taille apparente de 2 secondes d'arc. Le problème, c'est que la turbulence et les conditions générales du ciel, et même de l'optique, ne permettront pas forcément de voir ce diamètre apparent. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir autre chose qu'une étoile de Neptune ? Eh bien, on peut se tourner vers des instruments plus grands, si on en a la possibilité et peut-être les moyens. Dans la plupart des cas et la plupart des conditions d'observation, eh bien, on n'observera absolument rien en dessous, en tout cas, d'une ouverture de 120 mm. Uranus, par contre, elle est déjà confortable à ce diamètre-là. Alors, jusqu'à ce diamètre, Neptune va rester d'aspect stellaire et très faible. De 150 à 200 mm d'ouverture, eh bien, son disque planétaire apparaît. Pour ça, il va falloir quoi ? Un bon ciel, on en revient toujours aux bases. Un bon ciel, il faut qu'elle soit proche de l'opposition, c'est quand même mieux, même si c'est pas indispensable. Il faut également qu'on ait un œil exercé. Donc, prendre le temps d'observer. Avoir également une optique de l'instrument qui soit irréprochable, c'est quand même des valeurs qui sont indispensables pour pouvoir bien observer Neptune. Alors, en plus de ça, il faut quand même pousser le grossissement, parce que Neptune, on l'a dit, c'est une planète qui est très lointaine, qui a une taille apparente par rapport au fond du ciel qui est minuscule. Donc le grossissement que je conseille pour observer le disque de Neptune, c'est aux alentours de 200 fois. Ce serait un minimum. En dessous, ça va rester d'aspect stellaire encore une fois, même avec des bons instruments. Et puis ensuite, donc, qu'est-ce que vous allez voir de Neptune ? Eh bien, vous allez voir, la première chose que vous allez voir, eh bien, c'est sa couleur bleue. Pascal, tu en parlais tout à l'heure. Neptune, c'est une planète qui est surprenante parce que c'est la seule dans notre système solaire qui présente cette couleur bleue qui est très profonde. Alors cette couleur bleue-là, elle peut s'observer dans des petits instruments, même si on n'a accès qu'à l'aspect stellaire de Neptune. Mais j'ai envie de dire que même avec des gros instruments, à partir du moment où on pousse le grossissement, eh bien, on voit très bien cette couleur bleue très profonde de Neptune. Est-ce qu'on peut voir aussi ses lunes en côté ? Bien sûr, alors là, les lunes de Neptune, donc la plus importante, c'est Triton. Triton qui est de magnitude 13 environ. Alors cette magnitude-là, c'est une magnitude qui ne sera pas accessible avant des instruments de 250 à 300 mm d'ouverture. Les autres lunes de Neptune, parce qu'elle en a plusieurs autres, elle en a même plus d'une vingtaine d'autres,
Et ces lunes-là bien, sont trop faibles pour être observées dans n'importe quel instrument d'amateur, sauf peut-être si vous faites de la photographie. D'accord. Autrement, dispose-t-elle d'anneaux et si oui, est-ce qu'on peut les voir? Eh bien, là, pour les anneaux de Neptune, il va falloir plutôt se tourner vers le télescope spatial Hubble. Je D'accord. crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est ça. Non, clairement, il n'y a pas d'instrument amateur qui puisse permettre de voir les anneaux de Neptune, même en photographie. À ce que je sache, pour l'instant, aucun amateur, même semi-professionnel, avec un instrument d'initiation ou d'amateur, n'a réussi encore à photographier les anneaux de Neptune. Justement, en photographie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, Pascal, tu en peux parler. Mais... Alors, en photographie, on va commencer par la photographie au réflexe, sur trépied. Donc, c'est-à-dire photo grand angle, paysage céleste. Donc, voir Neptune dans son environnement étoilé, avec les constellations qui sont autour. Eh bien, là, j'ai envie de vous dire, prenez des paramètres standards, comme vous le faites habituellement pour faire du paysage nocturne. Pour vous donner un ordre d'idée, choisissez une nuit noire donc qui est bien dégagée, ça c'est la base. Et ensuite, mettez votre ouverture au maximum. La sensibilité, peut-être 1600 ISO. Et une obturation de 10 à 20 secondes avec un objectif de focale 50 mm. Voilà. Ensuite, en photographie au télescope, eh bien là, c'est un peu plus délicat. Mais pour mettre tout au moins le disque de Neptune en évidence et peut-être en bonus les détails des structures nuageuses à sa surface, eh bien il faudra une caméra CCD et un télescope avec une longue focale. Alors n'hésitez pas donc à pousser un peu le gain sur votre caméra et à imager sur plusieurs minutes minimum, peut-être même un quart d'heure, 20 minutes et au-delà, pourquoi pas. Parce que là, dans le cas de Neptune, eh bien, certes, elle a une rotation qui est assez rapide, je crois que c'est aux alentours de 17 heures environ, mais ça va pas être gênant pour la photographie ou pour l'imagerie, étant donné que cette rotation n'influence pas beaucoup sur les images finales. Alors, la mise au point, eh bien, ça c'est difficile parce que Neptune est très faible. Faire la mise au point directement sur Neptune, c'est trop compliqué en règle générale. Donc faites-le sur une étoile qui est à proximité et qui est plus brillante. Voilà. Ensuite, rajoutez un filtre IR, donc infrarouge, si vous voulez chercher les nuages blancs de Neptune. Alors sachez toutefois que ces nuages-là sont sporadiques et éphémères. Donc il faut tomber un peu au bon moment pour les avoir. C'est pas à n'importe quand que ces nuages sont visibles. Et pour terminer, je conseille le correcteur de dispersion atmosphérique qui sera un outil indispensable pour s'assurer d'avoir un disque bien net sur l'image finale, Neptune étant très sensible à la turbulence atmosphérique. Là en ce moment elle est à des altitudes qui sont relativement moyennes, pas encore très élevées, donc sujette aux turbulences, et rappelons que le disque de Neptune est encore difficile à résoudre même avec des gros instruments. Voilà, c'est une observation assez compliquée à effectuer. Mais on espère que vous allez réussir tout de même à pouvoir l'observer si vous avez du gros, assez important matériel. Nous avons maintenant le 20 septembre la lumière zodiacale qui est à chercher en fin de nuit. Alors tout d'abord, peut-on savoir ce qu'est la lumière zodiacale? Eh bien en fait c'est un halo conique qui est faiblement lumineux et diffus, qui est situé en fait sur le plan de l'écliptique, donc là où on trouve le Soleil, la Lune, les planètes du système solaire principalement, même la Lune, je l'ai dit. Ce plan de l'écliptique là, c'est en fait le plan où toutes les planètes, tous les astres du système solaire semblent naviguer, ou à peu près. Pas tous, les astéroïdes, les comètes, c'est différent. Et donc ce halo-là traverse les constellations du zodiaque, c'est pour ça qu'on l'appelle la lumière zodiacale, et c'est dû en fait à la réflexion de la lumière du Soleil sur les poussières interplanétaires qui sont principalement disséminées par des comètes à courte période, mais qui sont aussi dues à certains astéroïdes du système solaire. Alors est-ce qu'on a besoin d'instruments astronomiques pour pouvoir l'observer, ou peut-on l'observer à l'œil nu? C'est plutôt une observation à faire à l'œil nu, là. Maintenant, pour ça, il va falloir mettre toutes les chances de son côté. Alors,
Elle va être visible pendant plusieurs semaines entre septembre et octobre vers l'horizon est, c'est-à-dire là où se lève le soleil. Alors c'est à chercher sous un ciel bien noir, sans pollution lumineuse, très important. Environ 1h30 à 2h avant le lever du soleil, à l'œil nu. Alors, sa teinte blanchâtre est à ne pas confondre avec la pollution, les halos de pollution lumineuse urbaine, qui sont plutôt de couleur orangée. D'accord. Est-ce que la photo, ça pourrait être intéressant? Pour vous donner des paramètres, il n'y a pas de valeur type, j'ai envie de dire, mais après c'est un peu au feeling que ça se fait la photo nocturne. Hein. Mais pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, si vous prenez par exemple une sensibilité de 1600 ISO et évidemment une ouverture maximale, eh bien paramétrez votre temps de pause à 30 secondes avec un objectif grand angle. Voilà. D'accord, tout simplement. Merci pour ces informations sur la lumière zodiacale, qui n'est pas forcément connue de tous. Nous avons le 22 septembre l'équinoxe d'automne. Alors, cela va se dérouler à 15h30 en heure légale française. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'activité du soleil du mois dernier. Et donc, Mathieu, peux-tu nous en parler? Alors, le 20 juillet, donc, on a une tache solaire qui est devenue visible sur le limbe du disque. Et son noyau sombre est aussi gros que la Terre. Et elle appartient au cycle solaire 25. AR 2767 de son nom va rester silencieuse sans provoquer d'éruption notable jusqu'à sa disparition de l'autre côté du bord opposé du Soleil le 3 août. Alors le 27 juillet, une seconde tache va apparaître, AR 2768, également appartenante au cycle 25. Alors elle est nettement plus petite que sa sœur aînée, mais son champ magnétique est imposant. Le 1er août, une troisième tache va éclore sur l'horizon nord-est du Soleil. AR 2769 est plutôt active avec des éruptions de classe B, malgré son apparence chétive. Je rappelle que les éruptions de classe B, ça fait partie des plus petites éruptions que le Soleil puisse provoquer. Il y a 4 échelles. Alors en partant des éruptions les plus minimes jusqu'aux éruptions les plus majeures, eh bien, il y a B, C, M et X. Sachant que les éruptions de classe X peuvent provoquer des pannes radio, informatiques et électriques sur la planète entière. Voilà. Entre le 2 et le 4 août, eh bien, le vent a monté à plus de 500 et plus de 600 km par seconde, le 3 août notamment. Donc un petit pic d'activité là, au début du mois d'août. Alors encore une éclosion le 3 août avec une nouvelle tache apparaissant toujours sur le même bord du disque solaire, toujours membre du cycle solaire 25. AR 2770 était composé de 2 noyaux de la taille de Mars qui crépitaient d'éruptions de classe B. Sur quelques jours, pas moins de 4 régions actives distinctes se sont côtoyées dans l'hémisphère nord. AR 2770 se décomposera le 14 août en lâchant quelques éruptions de classe C, brouillant brièvement la propagation radio dans la haute atmosphère terrestre. Le 11 août, plusieurs autres régions actives vont se déclarer au sud-est du Soleil, dont la tache AR 2771 et ses mini-noyaux. On parle alors d'épidémie de régions actives. À partir du 14 août, le Soleil se vide enfin après 25 jours d'activité sans interruption. Cela dit, c'est pas terminé puisque le 16 août, une explosion de classe B1 se produit toutefois durant 2h30 dans l'hémisphère sud du Soleil, sans qu'aucune tache solaire n'y soit impliquée. Et pour terminer, AR 2772 est la dernière tache en date du cycle 25, encore une fois. Alors elle a crépité d'éruptions de classe B et a présenté pendant 3 jours, du 18 au 21 août, 4 noyaux sombres de la taille de notre Lune. À la surface du Soleil, cela reste évidemment minuscule. Donc, beaucoup d'activités sur le Soleil au mois d'août, comparé évidemment aux 7-8 premiers mois de l'année, là, 2020. Ça veut dire quoi? Eh bien que le cycle solaire 25 s'est bel et bien enclenché, c'est fait. Cela dit, ça ne veut pas encore dire qu'on est totalement sorti du minimum solaire. Ça va demander encore quelques mois minimum. D'accord, mais tout de même un mois intéressant sur le Soleil.
Maintenant, nous allons pouvoir passer aux éphémérides des corps principaux du système solaire et nous commençons avec la Lune. Le 2, ce sera la pleine Lune à 7h22. Le 6 à 8h31, c'est la Lune qui est à l'apogée. Le 10 à 11h27, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera observable. Le 17 à 13h, c'est la nouvelle Lune. Le 18 à 15h44, la Lune est au périgée. Et enfin, le 24 à 3h54, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Pour ce qui est de Mercure, alors elle sera très difficilement visible au coucher du soleil au début du mois et visible seulement au crépuscule à la fin du mois. Vénus sera quant à elle visible en fin de nuit. Mars sera observable pratiquement toute la nuit au début du mois et vraiment toute la nuit vers la fin du mois. La planète naine Cérès sera observable une grande partie de la nuit. L'astéroïde Pallas sera observable une grande partie de la nuit et seulement en première moitié de nuit à la fin du mois. L'astéroïde Junon sera observable seulement en soirée. Et enfin, l'astéroïde Vesta sera observable en fin de nuit. Pour ce qui est de la plus grosse planète du système solaire, Jupiter, ce sera une bonne partie de la nuit qu'elle pourra être observée dans la première moitié du mois. Et elle sera observable seulement en première partie de nuit à partir du 15. Saturne, c'est un peu pareil, observable une grande partie de la nuit. Et puis seulement en première partie de nuit à la fin du mois. Uranus sera observable en seconde partie de nuit au début du mois et observable vraiment toute la nuit à la fin du mois. Neptune pourra être observé toute la nuit au début du mois et pratiquement toute la nuit à la fin du mois. Et enfin, Pluton sera observable une grande partie de la nuit au début du mois. Et à partir du 15, on pourra l'observer seulement en première partie de nuit. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette émission. Et donc, c'est les photos du ciel que vous allez pouvoir nous présenter. Je commence tout de suite avec Pascal. Quelle photo veux-tu nous présenter ? Écoute Nathan, le 7 août... j'ai photographié pour la première fois M57, plus connue sous le nom de nébuleuse de l'anneau de la Lyre. C'est vraiment très très joli, comme son nom l'indique. On voit vraiment bien l'anneau avec l'espace noir en fait à l'intérieur. Oui. Et puis quelque chose même au centre. Oui, une petite étoile. Une petite étoile effectivement. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc c'est ma première, alors j'en suis peu fier quand même. Donc, et surtout avec un instrument qui n'est pas extraordinaire. Comme appareil photo, j'ai toujours mon vieux Nikon D31000. Voilà, donc je l'ai prise avec une sensibilité de 1600 ISO et puis un temps de pause de 20 secondes. Alors bien sûr sur trépied. Et puis donc j'ai utilisé effectivement donc tout simplement en fait avec mais je pense que même si j'avais pris un n'importe quel réflexe en changeant très légèrement les paramètres, je pense que je l'aurais eu aussi. Voilà, ça fait une très belle photo en tout cas. Donc on va pouvoir parler maintenant de ta photo, Mathieu. Donc quelle photo veux-tu nous présenter pour ce mois-ci ? Moi, en fait, on arrive donc à la fin de l'été. Et qui dit été, dit observation du ciel, plus confortable, plus pratique, plus populaire. Effectivement, on avait parlé des étoiles filantes il y a le mois dernier, les Perséides notamment. Il y a la Voie lactée également qui est observable en cette saison estivale. Et étant donné qu'on arrive à la fin de l'été, mine de rien, la Voie lactée est en train de s'en aller tout doucement. Donc avant qu'elle s'en aille définitivement, je me suis fixé l'objectif de la photographier
pour la traiter ensuite derrière. Donc j'ai pris, en fait la photo que vous allez voir, donc c'est la Voie lactée, je l'ai prise donc au milieu du mois d'août, et cette photo, eh bien, c'est un empilement de 20 images, en RAW évidemment, et pour 15 secondes de pause. Voilà, à environ 1600 ISO. Et donc cette photo, donc ces photos-là, je les ai traitées ensuite. Alors je les ai empilées d'abord sous le logiciel Secator, qui est très pratique puisqu'il permet d'empiler le ciel qui bouge, tout en empilant également des images dans le paysage qui lui ne bouge pas. Alors c'est pas pratique parce que avec d'autres logiciels comme par exemple DSS, eh bien pour aligner les photos des étoiles qui bougent, eh bien il va être obligé le paysage va être obligé d'être flouté en arrière-plan puisque c'est comme cela. Alors qu'avec Secator, eh bien on a la possibilité de séparer le traitement, l'empilement des étoiles avec l'empilement du paysage. Voilà, du paysage. Donc Secator pour l'empilement et pour le traitement photo GIMP. Voilà, GIMP. D'accord. Merci pour ces belles photos que vous nous présentez ce mois-ci. Ben, merci Pascal et Mathieu pour tout votre travail que vous avez pu effectuer. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent bien régulièrement dans nos émissions, qui nous encouragent. On vous encourage d'ailleurs à laisser des commentaires et n'hésitez pas aussi à liker nos vidéos. C'est très encourageant pour nous et ça nous incite ainsi à continuer. Donc rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides que nous vous présenterons. Donc d'ici là, bien restez à l'écoute, fouillez notre chaîne pour trouver d'autres contenus qui vous intéresseront sûrement. Et nous vous souhaitons un bon mois de septembre 2020 dans vos balades célestes.